Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Canal 3 Bénin. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. 16e revue des finances publiques, elle est organisée par le ministère de l'économie et des finances à Cotonou ce vendredi sur la gestion axée sur les résultats et les performances de gestion des finances publiques. La rencontre se tient avec le concours du groupe thématique macroéconomie des partenaires techniques et financiers. Vous aurez le point dans un instant. La délégation du National Democratic Institute NDI, en fin de mission d'évaluation dans le cadre de la présidentielle d'avril 2026, a procédé ce vendredi à une restitution des résultats de son séjour à Cotonou. Compte rendu à suivre. Et puis, retour sur les réalités auxquelles sont souvent confrontés les clients lorsqu'ils font recours aux démarcheurs. Malgré leur rôle non négligeable dans la location des chambres, des maisons ou pour l'achat de parcelles et autres, le chemin de croix se présente sous diverses formes pour le client. Vous suivrez le document en fin d'édition. À nouveau, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Les cadres de l'administration des finances et les partenaires au développement se félicitent des performances des réformes de ces dernières années en matière de finances publiques. C'était à la 16e revue organisée par le ministère de l'économie et des finances à Cotonou ce vendredi sur la gestion axée sur les résultats et les performances de gestion des finances publiques. La rencontre a lieu avec le concours du groupe thématique macroéconomie des partenaires techniques et financiers. William Cliquin et Jocelyn Barriga. La 16e revue des finances publiques s'ouvre avec la satisfaction de l'administration d'avoir mis en œuvre la plupart des recommandations de l'édition précédente. L'exercice d'évaluation constante des performances enregistrées est désormais une tradition annuelle. La revue de cette année est la 3e expérience du genre depuis l'entrée en vigueur du cadre de référence en la matière aujourd'hui au Bénin, le plan global de réforme du système de gestion des finances publiques pour la période 2023-2027. Plusieurs actions ont été menées au cours de ces dernières années pour doter le ministère d'un plan stratégique, stabiliser le système d'information de gestion des finances publiques en y ajoutant des nouvelles fonctionnalités. Les partenaires techniques et financiers du groupe thématique macroéconomie et gestion des finances publiques se réjouissent des résultats enregistrés par la mise en œuvre du plan global et des autres réformes engagées. Ils félicitent le gouvernement pour la mobilisation accrue de ressources internes comme externes et l'accroissement du budget alloué au secteur prioritaire. Je voudrais, au nom de l'ensemble des partenaires techniques et financiers, saluer les efforts du gouvernement du Bénin, dont la gestion exemplaire des finances publiques fait aujourd'hui référence en Afrique. C'est pour dire qu'il y a tellement de progrès qui ont été faits et vraiment merci et félicitations au gouvernement pour toutes ces avancées. Toutes ces actions ont impacté les divers leviers de la gestion axée sur les résultats, à savoir la planification, la programmation, l'exécution et la mesure de la performance. C'est donc à juste titre que la présente édition de la revue des finances publiques porte sur ce thème central. Cette revue est un état de la mise en œuvre du plan d'action, mais aussi l'occasion d'adopter des mesures pour l'avenir des finances publiques au Bénin. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, a organisé ce vendredi une séance d'échange et de sensibilisation sur les modes alternatifs de règlement des litiges liés aux relations d'affaires. Il s'agit d'une initiative qui permettra aux patrons d'entreprises de découvrir les méthodes de résolution des litiges grâce à la médiation et l'arbitrage. Cette séance s'est déroulée au siège de l'institution consulaire à Cotonou. Les précisions avec Candide Mourinto et Rachidi Soubiro. Le litige ne doit plus être un handicap au développement des entreprises. Grâce à cette séance d'échange et de sensibilisation, les chefs d'entreprise et opérateurs économiques sont désormais mieux outillés sur les modes alternatifs de règlement des litiges liés aux relations d'affaires. Un cadre propice qui leur permet d'acquérir les notions nécessaires qui vont leur permettre de poser les bases solides d'une croissance sereine et durable autour de leurs différents partenariats. On a dû inviter les chefs d'entreprise aujourd'hui et permettre au centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation du Bénin à pouvoir passer l'information, sensibiliser les chefs d'entreprise davantage pour que désormais, dans leur engagement de travailler à créer la richesse,
ils puissent prendre les dispositions pour que ce défi-là, dans l'évolution, ne souffre pas de difficultés. Au cours de cette session clé pour la pérennité de leurs affaires, ils sont entretenus sur les types de litiges, les différents modes de règlement qui existent, les avantages de la médiation et de l'arbitrage, la reconnaissance et l'exécution de l'accord de médiation et la sentence y compris. Le but final, c'est de faire bénéficier ces avantages parce qu'au nombre de ces avantages, on peut citer la célérité, la confidentialité, la préservation, surtout parlant de la médiation, la préservation des relations d'affaires, ce qui n'est pas du tout acquis dans le cadre d'un procès judiciaire. Ils ont désormais tout pour mieux prévenir, gérer et résoudre les différends et ainsi consolider leur partenariat. À travers le Centre d'arbitrage de médiation et de conciliation du Bénin, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin est ici rassurée d'avoir été claire sur 3 grands aspects: la contractualisation, l'insertion de clauses du CAMEC et la prescription. Je le disais en titre, en fin de mission d'évaluation à Cotonou, dans le cadre de la présidentielle d'avril 2026, la délégation du National Democratic Institute NDI a procédé ce vendredi à une restitution des résultats de son séjour dans la métropole béninoise. Face aux professionnels des médias, si les émissaires de l'organisation américaine saluent le niveau d'avancement du processus électoral, ils mettent en relief la nécessité de rendre le jeu politique plus inclusif. Compte rendu, Hugues Vignigbe et Simon Colonne. Après 3 jours pleins de consultations à la Sénat, la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale, avec les partis politiques, les confessions religieuses, les acteurs des médias et du monde universitaire, puis les duos candidats à la présidentielle d'avril prochain, le NDI livre son verdict. Les têtes de pont de la mission relèvent des progrès dans les préparatifs de l'élection, mais aussi quant à l'économie nationale et le cadre de vie des populations. Pour autant, le processus démocratique doit être renforcé. À l'issue de ces échanges, la mission a noté que les préparatifs de l'élection présidentielle d'avril 2026 progressent comme prévu, mais que les réformes démocratiques à plus long terme seront nécessaires pour garantir le pluralisme politique et permettre au Bénin de rester fidèle à sa tradition démocratique. Nous avons relevé que beaucoup d'efforts ont été faits par les autorités, par les gouvernants, sur le plan des infrastructures, sur le plan du développement économique. Nous avons relevé des taux de progression de PIB importants. La déclaration de presse est flanquée d'une déclaration préliminaire qui embarque une poignée de recommandations à court et long terme. De renforcer le rôle des médias, d'avoir une harmonisation juridique, soit du point de vue du code électoral, d'autres lois, de la Constitution. Le National Democratic Institute est une organisation non partisane à but non lucratif qui milite pour un monde de paix, de stabilité et de prospérité. À son actif, plus de 250 missions d'observation électorale dans 70 pays. Dans l'actualité également, passation de service au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Éléonore Yahi Ladécan, élu député à l'Assemblée nationale, quitte ses fonctions à la tête de ce département ministériel. Son élection au Parlement béninois entraîne ainsi une passation de charge et c'est à son collègue Benjamin Roupati, ministre de la Santé, qu'elle a officiellement passé le témoin. Ce dernier va donc cumuler les 2 postes ministériels. La cérémonie s'est déroulée en présence de tous les acteurs du système éducatif. Le point avec Teddy Goudalo et Elvis Tonoukouen. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ouvre une nouvelle page de son histoire. Au cours de cette cérémonie solennelle, Éléonore Yahi Ladécan a officiellement passé le témoin à Benjamin Roupati, désormais en charge du département. Un moment marqué par des civilités d'usage, la signature des procès des 2 personnalités. Votre marque au niveau de
hardi qui était plus que nécessaire pour donner une autre dimension et une autre visibilité à ce secteur stratégique de notre pays. Dans son intervention, est revenu sur les actions engagées durant son passage à la tête du amélioration de la gouvernance, dynamisation. Elle a salué l'engagement des acteurs du secteur, aux collaborateurs dans sa mission. Nous avons passé le temps de façon institutionnelle et à digitaliser nos services. Dans la même veine, nous avons veillé à l'adéquation formation-emploi avec à la d'enseignement professionnel métier d'agriculture à Djougou. Fonction, Benjamin Humpati a, quant à lui, réaffirmé sa volonté de poursuivre les réformes engagées tout en apportant une nouvelle impulsion au secteur. Défis liés à la qualité de l'enseignement, à l'employabilité des diplômés et au renforcement de la recherche, les chantiers restent nombreux. Un Luc pour succéder à un Luc à la tête de la mairie de Cotonou. Luc Atropo cède son fauteuil à Luc Nyakadja, désigné maire lors de l'installation du conseil municipal le dimanche 15 février dernier. La cérémonie de passation de charge empreinte d'émotion et de convivialité a eu lieu ce vendredi matin dans la salle de conférence de l'hôtel de ville, en présence du conseil communal, des conseillers communaux, des agents de la municipalité et de la population. Cette passation de charge, conduite par l'autorité de tutelle, le préfet du littoral, marque une nouvelle dynamique dans le développement de la ville de Cotonou. Voici le compte-rendu de la cérémonie présenté ici par Teddy Goudalo. Ici, à la mairie de Cotonou, la passation de charge entre Luc Nyakadja et Luc Atropo est officielle en présence de nombreux témoins. Désormais investi maire, Luc Nyakadja, qui remercie son prédécesseur pour le travail abattu, trace les perspectives d'une nouvelle dynamique pour Cotonou. À partir d'aujourd'hui, il me revient de conduire notre action collective. Je mesure les attentes, je mesure les contraintes, mais je sais que l'exigence sera au rendez-vous. Notre ligne sera claire. Amélioration continue du service public, rigueur dans la gestion, transparence dans les décisions, exigence de performance. Je veux conduire une action publique de proximité, attentive aux réalités des quartiers et respectueuse des femmes et des hommes qui font vivre Cotonou. Pour le maire sortant, aujourd'hui, une belle page se referme et une meilleure s'ouvre pour la ville de Cotonou. Il a saisi l'occasion pour présenter le bilan des différentes réalisations ainsi que les projets en cours. Monsieur le maire, je voudrais vous féliciter. Je vous sais très au fait des défis qui se posent dans notre commune et je n'ai aucun doute sur vos capacités à les solutionner. Pour ma part, je reste toujours un citoyen attaché à la cause de cette ville à laquelle je ne m'assemblerai jamais ma disponibilité. En présidant la cérémonie de passation de charge, le préfet du littoral a rappelé à Luc Nyakadja certaines dispositions qu'il doit constamment garder à l'esprit avant de le renvoyer à ses fonctions de maire de Cotonou. Monsieur le ministre maire, la préfecture de Cotonou sait également pouvoir compter sur vous pour booster le développement de notre chère commune. Le nouveau maire compte sur la collaboration des élus communaux, du personnel de la municipalité et de la population pour relever les défis afin que Cotonou devienne la ville plus écologique, verte, compétitive, inclusive et rayonnante pour tous. Désigné maire et installé dimanche dernier, le nouveau maire d'Abomey-Calavi, Nathanaël Koti, a officiellement pris service jeudi dernier dans l'enceinte de l'hôtel de ville. C'était à l'occasion d'une cérémonie de passation de charge sobre et conviviale, mais empreinte d'engagement
qui a connu une forte mobilisation de la population. Et pour cette nouvelle mandature, l'un des défis sera la lutte contre la mafia foncière qui a longtemps terni l'image d'Abomey Calavi. Virgile Arodeyon et Simon Rolonou pour les détails. Il n'y a pas de remplacement. C'est un ami qui a tendu la main à un autre pour que le développement continue. Voilà l'image forte de cette cérémonie de passation entre Angelo Arwandinou et Nathanaël Coty. Le second considère désormais le premier, non pas comme l'ancien qui s'en va, mais comme un réservoir d'expérience et une échelle sur laquelle il entend s'appuyer pour réussir la mission commune. Monsieur Angelo Arwandinou, chers frères et camarades, l'expérience acquise durant la mandature écoulée constitue un atout précieux. Je compte sur votre disponibilité et votre sens du devoir pour accompagner la dynamique de transformation que nous engageons aujourd'hui ensemble. 4 leviers majeurs constitueront les articulations essentielles de l'action publique locale de Nathanaël Coty. La restauration et la promotion de l'esprit de service public, le renforcement de la démocratie locale et la participation citoyenne, la mise en place d'une gouvernance financière saine et rigoureuse, et surtout un point d'honneur sur le changement durable de l'image de la commune d'Abomey Calavi en matière de gouvernance foncière. Il faut le dire avec franchise, notre commune traîne depuis très longtemps une réputation liée à l'insécurité foncière. Ce constat doit nous interpeller collectivement. Je veux être clair, il n'y aura ni tabou, ni compromission. En étroite collaboration avec le préfet du département de l'Atlantique et avec la Cour spéciale des affaires foncières, l'administration municipale se positionnera comme pionnière du combat pour la transparence foncière. Nathanaël Coty a également promis de relancer au cours de son mandat les opérations de lotissement dans les quartiers encore en attente. Quelles sont donc les attentes des populations à l'égard du nouveau maire d'Abomey Calavi? Virgile Arodeyon a posé la question à quelques citoyens à l'occasion de cette cérémonie de passation de service. Voici leur réaction. La jeunesse de Calavi est en souffrance et nous pensons qu'en tant que jeune maire qui va œuvrer pour la promotion de la jeunesse et nos attentes au niveau des affaires domaniales aussi, il y a un bon nombre de zones qui ne sont pas recasées. Jusqu'à présent, les 6 années dernières du maire Arwandinou, ils n'ont pas abordé ce côté. Donc nous voulons qu'ils œuvrent pour les recasements dans la commune de Calavi. Nous espérons que le nouveau maire fasse en sorte que la population de Calavi ait une meilleure condition de vie, un meilleur accès aux soins de santé, que les enfants puissent aller à l'école convenablement, aient de meilleures conditions de travail et que également nos routes soient beaucoup plus éclairées, notamment la route inter-État, Cotonou-Parakou, où les lampadaires ne fonctionnent plus. Nous voulons que le nouveau maire puisse faire en sorte que cette route-là soit plus éclairée afin qu'il y ait moins d'accidents. En tant que jeune, ce qu'on peut espérer de lui, c'est le développement de notre commune. Ceci étant, le développement sur beaucoup de facteurs, dans beaucoup de domaines. Domaines sportifs, socio-économiques, l'emploi des jeunes, surtout la propriété. On peut aussi dire qu'avec lui, parce que j'ai déjà eu affaire avec lui, il peut aussi nous aider à avoir des stades dans les quartiers, pas forcément dans les quartiers, dans les arrondissements, et de petits terrains dans les quartiers, organiser des moments festifs, des loisirs, pour que la jeunesse soit unie, pour qu'il soit un maire rassembleur. Et je sais, je le connais bien, je sais avec le temps qu'il va tout faire pour y arriver. Et j'en suis très sûr. Dans le reste de l'actualité, on revient dans ce journal sur ce document. Elle a longtemps dicté le rythme de nos journées. La montre était un symbole de ponctualité et parfois de réussite sociale. Mais à l'ère du smartphone et des écrans omniprésents, la montre a changé de statut. Objet utilitaire hier, accessoire identitaire aujourd'hui, elle oscille entre tradition et modernité. Pourquoi continue-t-on de la porter alors que l'heure est partout? Élégance, habitude ou affirmation de soi? Élément de réponse dans ce reportage.
Longtemps, elle n'a eu qu'une seule mission, donner l'heure. Portée comme un signe de distinction, la montre était à ses débuts, dans les années 1500, l'apanage d'une élite. Un objet rare, presque précieux. Puis avec le temps, elle s'est démocratisée, atteignant le grand public. Pour moi, personnellement, les montres servent à regarder l'heure qu'il fait en temps réel. Moi, montre là, c'est une question d'habitude. J'aime nécessairement porter les montres, pas forcément pour regarder l'heure, mais c'est une habitude pour moi. Si je ne porte pas, c'est que tendance il y a quelque chose qui manque, quoi. Aujourd'hui, si certains continuent de la porter pour sa fonction première, beaucoup la choisissent avant tout pour son allure. Le téléphone affiche l'heure en permanence, mais la montre, elle, reste bien accrochée au poignet, parfois même sans compter l'heure. Porter une montre de valeur, une montre qui vous a coûté excessivement cher, ça donne de l'élégance à la personne, ça donne un caractère chic. Donc c'est tout à fait normal que certaines personnes, elles, ont envie de la porter, mais vous avez aussi, à contrario, d'autres personnes qui peuvent porter une montre juste pour la forme. Aujourd'hui, avec les smartphones et tout, vous voyez, les choses ont changé. Puis la montre n'a plus forcément cette utilité qu'elle avait d'antan. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est plus facile même de regarder l'heure sur ton téléphone. Ouais, donc c'est devenu plus pratique, plus rapide. Pour l'usage du portable pour regarder l'heure ne va pas tuer l'usage de la montre, je le dirais. Parce que la montre est devenue un effet quand même un truc de distinction. Voilà, quand tu as une montre d'une certaine valeur, voilà, quand tu rentres dans certains milieux, quand on te regarde déjà juste pour la montre que tu as portée, ça te distingue. Ouais, donc la montre ne perdra jamais sa valeur parce qu'aujourd'hui, on utilise des smartphones beaucoup plus. Désormais, la montre ne se limite plus à compter les minutes. Elle affirme l'identité, suggère un statut. Classique, sportive ou connectée, elle est devenue bien plus qu'un indicateur de temps. Retour également sur cet élément diffusé sur les démarcheurs. Ils servent d'intermédiaires, bailleurs et clients pour la location des chambres, des maisons ou pour l'achat de parcelles et autres. Les démarcheurs ont un rôle non négligeable et depuis quelques années, ils sont devenus un acteur clé de la chaîne de l'immobilier au Bénin. Mais une fois entrés en contact avec ces derniers, le chemin de croix se présente sous diverses formes pour le client. Candide Houhenton vous présente dans ce reportage les réalités auxquelles sont confrontés les clients lorsqu'ils font recours aux démarcheurs. Suivez plutôt. Plus qu'un service, c'est un passage important dans le processus de location de chambres. Dans la quête de ce besoin immobilier très prisé à Cotonou et à Bomé-Calavi, pour ne citer que ceux-là, des centaines de foyers et milliers de jeunes se réfèrent à ces démarcheurs dans l'espoir de vite trouver satisfaction. Mais cette satisfaction n'est toujours pas au rendez-vous. Cet après-midi, Rodrigue, un jeune proche de la trentaine, est en pleine discussion avec l'un de ses intermédiaires entre bailleurs et locataires. Si tout va bien, si ça marche, on va balancer photo en même temps. Ok, non. Mais ni de dagbele quoi. Ça fait déjà plusieurs jours que Rodrigue est à la recherche d'une nouvelle chambre à louer. Mais il est confronté à un comportement qui ne se fait pas rare chez les démarcheurs. J'ai appelé un démarcheur, je lui ai dit que la chambre que je veux que ça soit proche du goudron. Et il m'a fait tourner jusqu'à... On est allé dans une zone reculée qui est un peu loin du goudron. J'ai dit, monsieur, ce n'est pas ce que je voulais. Et il m'a dit non, que lui, il doit prendre son agent de visite d'abord avant de m'amener encore dans une autre maison. Le périple se poursuit donc pour ce jeune rencontré à Bomé-Calavi. Tout comme lui, ils sont nombreux à tomber sur ces démarcheurs qui sont parfois à la recherche de plus de profit sur les clients qui leur font recours. Et ces rencontres se transforment en de mésaventures presque inoubliables. Un jour, je devais prendre une parcelle et j'ai commencé le paiement parce qu'ils avaient autorisé le paiement par tranche. Ils m'ont dit que c'était plus possible d'avoir la parcelle que j'avais choisie au début et qu'ils avaient d'autres parcelles dans d'autres localités. Donc, ils voulaient carrément m'imposer leur choix. Même si la chambre n'est pas bonne, tu es obligé de payer. Voilà, et tu seras en train de faire toute cette tracasserie-là
jusqu'au jour où tu trouves la bonne chambre. Nombreuses sont ces situations qui transforment de plus en plus le recours aux démarcheurs en un véritable calvaire pour les clients. Une difficulté qui prend de l'ampleur. Mais on peut leur demander d'être un peu sérieux dans ce qu'ils font parce que nous souffrons tous. Ils n'ont qu'à arrêter, de se comporter comme ça avec nous. Un appel pour plus de professionnalisme. Un message à l'endroit des démarcheurs qui aujourd'hui sont de plus en plus nombreux dans le secteur de l'immobilier. Ils se doivent de relever le défi de la satisfaction des clients avec moins de goulot d'étranglement. Religion à présent, les chrétiens catholiques ont démarré 40 jours de pénitence, de prière et de privation. Mais le carême leur impose-t-il aussi une abstinence sexuelle? La question suscite de nombreuses interrogations. Et pour avoir des réponses, une de nos équipes en région a posé la question au père Mathieu Mouyevou, vicaire de la paroisse Sacré-Cœur de Porto-Novo. Suivez ici ses explications au micro d'Emar Rodon. Le rapport sexuel en carême, d'abord il faut rappeler que c'est strictement réservé au cercle des époux, au cercle conjugal. Pour un chrétien, il sait que quand je ne suis pas encore marié, je ne dois pas me livrer à certaines pratiques. Et pendant le carême, il faut s'entendre dans le couple pour les efforts de carême. L'un des partenaires ne peut pas vouloir imposer à l'autre cette privation-là. Donc c'est ensemble, dans le couple, qu'on s'entend pour s'abstenir. L'abstinence est dans le couple aussi. Ce n'est pas seulement les fiancés qui doivent s'abstenir. Dans le couple aussi, on peut faire preuve d'abstinence. Même en dehors du carême, on peut se dire, je suis en train de faire un exercice de carême, je suis en train de faire un exercice spirituel, alors pendant un moment, je vais me priver de pratiques. Dans le couple, les rapports sexuels ne sont pas de l'impureté. Dans le couple, marié, religieusement marié, ce n'est pas interdit. Mais en dehors du couple, en dehors des relations conjugales, voilà, c'est interdit. Et donc dans le carême, on peut faire cet effort-là, mais toujours en s'entendant dans le couple, entre conjoints, pour pratiquer cela ensemble. Le temps de carême est un temps de retour au Seigneur. N'oublions pas que nous sommes chrétiens, tout nous est permis, mais tout ne nous est pas profitable. Nous n'attendons pas le carême pour faire des efforts. Mais le carême nous dispose davantage à nous rapprocher du Seigneur. Et quand nous faisons des efforts, pendant le carême, cela doit transparaître dans notre vie au-delà même du carême. Eh bien, on va finir avec cette immersion dans l'univers culinaire de Ouida, où se trouve un mets traditionnel très apprécié aussi bien par les habitants de la ville que par des gens venus d'ailleurs. Vous vous en doutez certainement, il s'agit du hueso llano. L'ingrédient principal qui entre dans la préparation de ce mets est le poisson issu de la pêche traditionnelle, considéré par ailleurs comme l'activité mère des premiers occupants de Ouida. Dans le reportage qui va suivre, Virgile Rodéon nous emmène justement à la découverte de ce plat très populaire et très consommé qui était l'apanage de certaines familles. Dokome, non loin du musée d'histoire de Ouida. Chez Dame Agbessi Huedanou, sexagénaire, le temps est à l'écaillement du poisson. Ta de no lo no ado gbajana pe mi jaja gbagbe o mi na san yoma takin kuku timati tegan won kunle e na fe sin takin mo na wuzu bo isin si me to ma za mi da doji bo be de na je din daji kaka be na nja. Le hueso llano, plat traditionnel et historique de la ville de Ouida, tire son origine de la principale activité des premiers à s'installer ici, la pêche. Aujourd'hui, la plupart de ceux qui perpétuent cette tradition culinaire, comme Agbessi Huedanou, qui le fait depuis 40 ans, l'ont reçu en héritage de leurs grands-parents.
Avou Gaïtan est un amoureux du Wessojano et un fidèle client de Dame Huedano. Il vient se faire servir comme d'habitude. Dans le répertoire des mets dont regorge la ville de Ouida, le Wessojano occupe une place de choix. C'est un plat également très prisé des gens qui viennent souvent de Cotonou, de Calavi, de Porto Novo, d'Abomey et même de l'extérieur du Bénin pour s'en procurer. En dehors de ses qualités gustatives, le Wessojano intervient aussi dans des cérémonies traditionnelles comme un ingrédient indispensable, notamment dans certaines familles à Ouida. Eh bien, mesdames, messieurs, bon appétit si vous êtes déjà à table. Ainsi s'achève cette édition. Merci pour l'attention. Merci également à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. Très bonne soirée et excellent week-end à toutes et à tous en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. À demain.